Les particularités des métiers anthropoéquins, donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Cette webconférence va se diviser en 3 parties. Une première partie sur qu'est-ce que les mondes partagés. Ensuite, je vous présenterai plus précisément ce qu'on entend par le travail animal, comment ça a été conceptualisé en sociologie. Et après, je vous montrerai comment cela s'applique, notamment dans ces relations de travail entre humains et chevaux. Alors, on connaît le courant qui est un courant dominant, que l'on nomme le behaviorisme. C'est tous les travaux qui ont été menés par Pavlov et Skinner, qui sont les éthologues les plus connus de ce courant-là. Mais dans les années 60, en réaction à ce courant, on a une éthologie que l'on nomme vitaliste et qui va considérer l'animal comme un sujet capable de percevoir et d'agir. Alors vous avez 2 principaux scientifiques qui ont traité de cette question. Tout d'abord Jacob von Uexküll, qui va démontrer que les animaux ne sont pas pauvres en monde. C'est-à-dire que l'animal est un sujet qui construit son propre univers à partir de ses sens et des interactions qu'il a avec différentes stimulations et influences de son environnement. Et c'est ce qu'il va appeler l'Umwelt. Ce monde va se diviser en 3 principaux espaces, un espace visuel, un espace tactile et un espace que l'on nomme kinesthésie, qui est l'action, donc le mouvement. Et ces 3 espaces vont s'inscrire dans une temporalité, dans un temps à la fois court, celui de l'interaction immédiate, ou dans un temps long qui permet notamment les apprentissages. Et donc, pour Jacob von Uexküll, le comportement animal est un langage à 2 voix, celle de la situation et celle du sujet animal. Donc l'animal, il va avoir une image prospective qui varie en fonction de l'action proposée par la situation. Donc les animaux vont dominer leur temps et leur lieu, ce qui leur accorde des capacités adaptatives, interactives et sociales. Un peu après, vous avez le psychologue Butenjik, pour qui l'existence se manifeste par un comportement dans une situation donnée. Et en ça, il va prolonger la réflexion de Uexküll. Pour lui, le terme de sujet est plus large que celui de la conscience. Le sujet désigne un mode d'existence qui s'affirme comme le fondement d'une réceptivité à des significations qui sont rendues intelligibles et qui en même temps vont créer une activité pleine de signification auxquelles l'animal, l'individu et le sujet vont y répondre intelligemment. Il va souligner également que les animaux domestiques ont un monde enrichi, voire une seconde nature, ce sont ces termes, par l'habitude qu'ils vont avoir de vivre avec les autres animaux et notamment les animaux humains. Ainsi, les animaux domestiques sont, à la différence des animaux sauvages, capables de comprendre les attitudes et les expressions des humains, mais aussi la signification des actes de ces humains envers eux. Et donc, ce qu'on peut dire de ces 2 scientifiques, Uexküll et Butenjik, la multiplicité des facteurs qui interviennent dans les Umwelten empêche d'établir une réalité objective du milieu. Donc en fait, le milieu est intrinsèquement subjectif et donc correspond à toutes les habiletés et tous les sens du sujet animal. Donc, parallèlement à cette évolution dans les sciences de la nature, en éthologie notamment, il va y avoir une controverse en sciences humaines et sociales relative à la domestication. Donc, je vous ai mis l'expression monstrueuse cohabitation en titre, et cette expression est empruntée au philosophe allemand Sloterdijk, qui a c'est une perspective qui est assez courante dans ce qu'on appelle les animal studies. Les animal studies, c'est le courant de recherche en sciences
Et donc, ce courant-là tend à présenter la domestication comme une sorte de crime originel de l'humanité où tout rapport de travail avec les animaux relève purement et simplement, et surtout uniquement, de l'exploitation et de la domination. Et en cela, l'extrait que je vous mets de Jean-Pierre Ligard est tout à fait parlant, puisqu'il déclare: l'homme a domestiqué et domestique encore aujourd'hui, avant tout pour satisfaire son besoin intellectuel de connaissance et sa compulsion mégalomaniaque de domination et d'appropriation du monde et des êtres vivants. Son zèle dominateur ne s'explique pas autrement que par la recherche de la domestication pour elle-même et pour l'image qu'elle lui renvoie d'un pouvoir sur la vie et les êtres. Alors, vous avez un auteur qui s'appelle Charles Stepanov et d'autres avec lui qui vont critiquer en fait cette vision du monde. Et pour Stepanov, en fait, c'est un rapport au monde qui se développe au siècle des Lumières et qui va se poursuivre et vraiment s'institutionnaliser au XIXe siècle, qui est un rapport au monde économico-hiérarchique, où toute la société, tous les modes de relation au monde se fait selon une hiérarchie et une utilité purement économique. Et puis, cette vision-là, elle est également critiquée, notamment par des philosophes et des anthropologues féministes, tels que Donna Haraway ou Vinciane Desprez, qui montrent que cette vision de la domestication, en tant que pure domination, est surtout et avant tout une représentation machiste et occidentale du rapport au monde. Et donc, vous avez, en réaction à ce courant-là, tout un courant, donc avec Stepanov, avec justement ces auteurs féministes, ou encore Dominique Lestel, dont je vous ai mis une citation, pour qui, en fait, ce rapport domesticant-domestiqué doit être compris beaucoup plus largement avec le milieu et comme un ensemble d'interactions évolutives qui vont transformer l'humain, le non-humain, donc les animaux, mais aussi l'habitat partagé. C'est quelque chose qu'on avait déjà dans les années 80 chez les archéozoologues. Je pense entre autres à Peter Grube, qui définissait la domestication comme un ensemble de modifications dans les rapports des groupes humains avec les espèces végétales ou animales, et qui ont pour effet de substituer à une exploitation sans contrepartie une relation symbiotique dont l'ensemble des espèces pourrait tirer parti. Et c'est ce que l'on retrouve donc avec Lestel, qui lui va parler de communautés hybrides, donc l'association d'hommes et d'animaux dans une culture donnée qui vont constituer un espace de vie pour les uns et pour les autres, et où chacun a des intérêts partagés, des affects et du sens également partagé. Et donc en fait, la domus devient un peu un lieu d'entente, d'apprentissage et de transformation des espèces qui sont en présence. Et on voit bien l'apport de Buitenjik sur la seconde nature. Et il y a une sorte de contrat tacite qui se passe au sein de la domus, qui assure une réciprocité des liens et des engagements les uns envers les autres, et notamment la sécurité, la subsistance et le soin, qui vont répondre à la production de biens et de services. Donc, les animaux domestiques sont ancrés dans leur Umwelt et dans celui des humains. Et donc, cette domestication, on peut l'entendre aussi comme la volonté de faire une œuvre commune, de créer quelque chose qui fait sens pour les uns et les autres. Et cette volonté de faire œuvre commune, en fait, elle s'élabore, elle s'explique, elle se comprend par la question du travail. Et donc cela m'amène à ma deuxième partie, justement sur qu'est-ce que le travail animal. Alors le travail animal, c'est un champ de recherche récent, mené notamment par des chercheurs du collectif Animals Lab, dirigé par Jocelyne Porcher, et qui montre que c'est le travail qui donne la seconde nature aux animaux domestiques,
mais aussi, c'est ce que montrait Marx, une seconde nature aux humains. Et donc, les chercheurs d'Animal Lab ont théorisé le travail animal comme une subjectivité des animaux engagés dans le travail avec les humains. Donc c'est un investissement qui n'a absolument rien de naturel ni de spontané et qui va se construire par des apprentissages, de la communication, des affects et par la mobilisation de l'intelligence et des compétences des animaux. Donc le travail animal s'appuie sur un autre cadre théorique qu'on appelle la clinique du travail, mais c'est surtout que travailler, et le travailler, ça va être, que ce soit pour les animaux ou que ce soit pour les humains, ça revient à la même chose, c'est l'effort que tout individu, humain ou animal, va mettre en place pour pouvoir atteindre les objectifs qui lui sont fixés. Et donc le travail ne dépend pas d'une espèce considérée, mais bien de chaque individu dans sa propre singularité. Alors, on a 8 caractéristiques du travail animal. Donc déjà, le travail est là où les procédures ne sont pas. C'est-à-dire que pour pouvoir travailler, enfin travailler, c'est pas une liste de procédures comme un manuel de, je sais pas moi, un kit de montage d'un meuble, euh, voilà, un meuble Ikea où voilà, on a toute la procédure avec les petites images, etc. Non, travailler en fait, c'est investir ses compétences et son intelligence au-delà de ces procédures et dans le but de réaliser la tâche, donc par exemple de monter ce fameux meuble Ikea. Ensuite, travailler, ben, c'est pas naturel. C'est un engagement et des compétences qui vont résulter d'apprentissage et de formation. Et donc, en général, la première rencontre avec le travail, plutôt de l'ordre de la crainte ou ce qu'on appelle en psychodynamique du travail de la souffrance. Et donc, j'en reviens à mon meuble Ikea. On a beau avoir les petites images, il y a toujours un moment où ça ne marche pas. Et il faut faire preuve d'ingéniosité pour arriver à ce que tout s'emboîte bien et que ça se monte. Et au final, avoir un joli meuble et sans s'être blessé. Donc le but du travail, ça va être justement que cette souffrance initiale, enfin du moins cette confrontation à la réalité, elle se transforme en plaisir. Et donc, bah, ça va être justement d'éprouver le fait d'avoir, enfin, d'être content d'avoir un joli meuble dans son salon. Troisième élément, travailler, c'est communiquer. On ne peut pas travailler ensemble, qu'on soit entre humains ou entre humains et animaux, sans communiquer. Donc ça va impliquer de connaître le langage de l'autre, et dans notre cas celui des chevaux. C'est un langage qui est vocal, mais qui est aussi corporel et très subtil. Et donc ça oblige aussi à entrer dans le monde de l'animal, dans son Umwelt, de comprendre cette Umwelt et de se faire comprendre de l'animal. En retour, l'animal doit comprendre notre monde et se faire comprendre lui-même. Ensuite, travailler dans le cas des animaux, c'est s'engager affectivement, car ce qui a été montré par les chercheurs d'Animal Lab, c'est que la motivation première des animaux, ça va être de faire plaisir à leurs humains. Donc cet engagement est à la fois une bonne chose pour les humains et c'est un point difficile quand il faut se séparer des animaux. Ensuite, travailler, c'est accepter les règles du travail et, dans la mesure du possible avec les animaux, de les négocier. Cela veut dire qu'il faut tenir compte de ce qu'expriment les animaux à propos des règles du travail. Quand une règle est vraiment insupportable, les animaux vont la transgresser. Donc plutôt que de les contraindre, il vaut mieux se demander pourquoi est-ce qu'ils transgressent ces règles du travail ou pourquoi est-ce qu'ils refusent de travailler. Ensuite, travailler, ce n'est pas jouer. Contrairement à ce que pensent bon nombre de professionnels, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans mes enquêtes, le fait qu'il fallait que le travail soit un jeu, ce soit ludique, etc. Or, le travail et le jeu ont des ressorts tout à fait différents.
Travailler, ça va être engager donc son intelligence, son affectivité pour produire quelque chose à valeur d'usage, que ce soit un usage économique ou un usage de service, etc. Donc, ça va être forcément marchand. Mais alors que le jeu, lui, n'a d'autre objectif que lui-même. Et ce qui est également important dans le jeu, c'est qu'à tout moment, n'importe quel joueur peut décider du moment où il arrête de jouer. Et ce n'est pas le cas dans le travail. Vous ne pouvez pas vous arrêter en beau milieu du travail en disant bah non, j'arrête. Ensuite, tout travail mérite reconnaissance. Donc si l'animal s'investit dans le travail, parce que ça l'intéresse, et il faut tout faire pour que ça l'intéresse, et surtout pour faire plaisir à l'humain, il en attend de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est un besoin qui est intrinsèquement lié au travail. Ce n'est pas un besoin naturel non plus, mais c'est un besoin encore plus puissant que les autres. Donc reconnaître la valeur du travail de l'animal, cela peut passer par des récompenses verbales, alimentaires, des moments de jeu justement, mais aussi et surtout par de bonnes conditions de travail. Enfin, dernière caractéristique, le travail ne doit pas envahir la totalité du monde de l'animal. Même s'il est probable que, comme chez les humains, le travail déborde la période que nous pensons au travail, c'est-à-dire que quand on quitte le bureau, enfin son lieu d'activité, on continue à penser au travail et on peut faire l'hypothèse que c'est la même chose pour les animaux. Et donc, il faut que les animaux puissent retourner et avoir accès à leur nouvelle, à leur propre monde et à leur propre sens. Voilà. Et ça, c'est un enjeu qui est de plus en plus fondamental et on en voit bien toute l'importance et tout ce qui va. Alors, on parle, c'est la question du bien-être animal, mais c'est aussi avant tout empêcher la souffrance, que ce soit dans la vie ou dans le travail des animaux. Donc, il faut bien se voir, excusez-moi, que il y a une asymétrie dans l'engagement des deux parties dans le travail. Les animaux, ils sont enrôlés dans le travail avec les humains, et donc ça implique deux éléments. Vu qu'on ne lui demande pas son avis quand on l'engage et quand on l'enrôle, par contre, une fois qu'il est dans le collectif de travail, il donne son avis et il faut écouter les animaux et les chevaux. Et ensuite, il y a ce fameux contrat tacite qui est présent dans la domestication, mais qui est encore plus important dans le travail. Et là, je renvoie à ce que a montré Jocelyne Porcher sur le don et contre-don qu'elle a élaboré à partir des travaux de Marcel Mauss. Et c'est l'engagement des humains à assurer une sécurité, une subsistance et du soin au regard de tout ce qu'offre et toute la générosité des animaux. Et ne pas respecter ce don équivaut en fait à déchoir. Alors, qu'est-ce qui va en être par rapport aux chevaux plus précisément et qu'est-ce que la socialisation secondaire? Alors, en sociologie, on distingue la socialisation primaire qui va correspondre en fait à la sphère de la famille ou de l'école. En fait, c'est les lieux où on apprend, enfin, normalement, tous les fondements des rapports sociaux et du vivre ensemble. Et la socialisation secondaire va correspondre aux autres lieux de socialisation, donc des lieux communautaires comme les églises, les associations, les centres équestres quand on est pratiquant, mais aussi les lieux de travail. Et donc, moi, je vais m'intéresser dans ces socialisations secondaires véritablement à ces lieux de travail. Donc là, je vous ai mis je vous en ai mis deux. Donc le premier est ici d'un viticulteur, des extraits de personnes que j'avais enquêtées durant ma thèse.
et donc qui montre voilà, la question d'apprendre à travailler ensemble, puisque c'est pas naturel de travailler ensemble. Et donc pour ce viticulteur, le but va être vraiment de rendre les chevaux les plus intelligents possibles pour en faire des partenaires de travail. Et donc, justement, en les rendant intelligents et en leur apprenant, en les formant, bah, peu à peu, les chevaux vont acquérir des habiletés et qui vont faire qu'ils vont reconnaître, ne serait-ce qu'au bruit de l'outil et à la cadence, la façon dont ils vont devoir travailler et donc devoir s'investir dans le travail. Voilà. Et donc, le but, c'est de faire qu'au bout de plusieurs années de travail, on fasse de ces animaux de véritables professionnels. Donc, dans la majorité de mes enquêtes, mais aussi dans tout ce qui a pu être travaillé par les autres chercheurs d'Animal Lab, les professionnels montrent bien que quand ils apprennent aux chevaux à travailler, quand ils les forment, eh ben, ils font des comparaisons avec un enfant ou un adolescent. Donc, on peut dire que, en accord avec Jocelyne Porcher et Sophie Barrault, que le débourrage d'un jeune cheval constitue une formation professionnelle, et cette formation professionnelle va créer un socle relationnel fondé sur la confiance, et que l'importance du débourrage est d'autant plus majeure qu'il va préfigurer les autres formes de relations que le cheval aura avec les différents humains qu'il va rencontrer dans sa carrière. Donc, si le débourrage est bien fait, cela va permettre au cheval d'acquérir suffisamment de confiance et d'expérience pour pouvoir ensuite devenir un bon professionnel. Ensuite, l'apprentissage, c'est aussi créer un langage commun. Et donc, pour ça, on va développer des techniques corporelles, donc des codes verbaux, des codes corporels, pour donner sens et puis surtout pour se comprendre dans le travail. En fait, ce qui apparaît dans la spécificité du rapport avec les chevaux, c'est véritablement l'importance du corporel plus que du verbal. Monter à cheval, c'est justement de construire une grammaire qui laisse place au sens et surtout au toucher. Et ça, c'est donc tout ce qui est tactile en équitation est fondamental et c'est ce qu'ont montré depuis très très longtemps les auteurs en parlant du tact équestre. Et après, cette grammaire qui se construit, elle peut être médiée, c'est-à-dire qu'on va avoir recours à des outils et je pense notamment au style de dressage, aux éperons, mais aussi au socle de la charrue, etc., qui sont autant d'éléments qui sont à apprendre, à manier, aussi bien par les humains que par les chevaux, et c'est ça qui va créer ce langage. Et puis, cet apprentissage a pour but de développer une harmonie entre l'humain et le cheval. Et donc, lorsque les deux individus sont synchrones, ça va justement donner le sentiment d'une harmonie, d'une légèreté. On parle de la légèreté en équitation. Et puis, dans ces cas-là, j'ai plusieurs enquêtés qui vont évoquer la figure du centaure. L'intériorisation corporelle et cognitive des apprentissages, hein, elle ne s'arrête pas à la séance d'entraînement. J'ai un entraîneur, excusez-moi, de chevaux de concours complet qui a déclaré ceci. Il y a des chevaux qui réfléchissent au box, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils vont faire un travail qui va être moyen. Vous remontez dessus le lendemain, il a réfléchi, il a compris ce qu'il devait faire, puis il va vous le faire mieux le lendemain. Donc c'est quelque chose qui est très, très parlant sur l'importance aussi de laisser du temps aux chevaux pour comprendre ce qu'on attend d'eux. Dans la formation, il y a surtout la question de l'expérience qui va s'inscrire donc dans une temporalité qui est longue et où les expériences vont forger les habiletés. Donc la répétition des pratiques communes
va, au fur et à mesure, intérioriser toutes les capacités corporelles et cognitives des savoirs et des savoir-faire qui vont créer au fil du temps une compétence intuitive et efficace en matière de tri. Donc on va très vite savoir ce qu'il faut faire parce qu'on a cette compétence intuitive. Et cette compétence intuitive, on la voit de manière très marquée chez les professionnels parce qu'en fait, ils ont beaucoup de mal à mettre en mots ce qu'ils font. C'est devenu tellement évident pour eux, parce que c'est totalement intériorisé, qu'ils sont plus capables de le dire, de dire ce qu'ils font, de dire ce qu'ils ressentent. C'est une évidence. Et donc, justement, la formation, la professionnalisation, ça va être acquérir de l'autonomie et surtout savoir prendre des initiatives. Et c'est là où on peut voir tout, euh, toute la force du travail. Et c'est le moment, dans la capacité des chevaux à être autonomes ou à savoir prendre des initiatives, que l'on reconnaît cet investissement des chevaux dans le travail et que les professionnels me parlent de l'intelligence de leurs chevaux. Et là, je vous ai mis un verbatim d'un cavalier olympique en concours complet d'équitation qui m'explique que les chevaux sont intelligents, sont malins et que bien souvent, lors du cross, eh ben, les chevaux ont souvent raison quand il s'agit de choisir comment aborder une combinaison. Et que c'est quelque chose donc, qui se développe avec le travail, et que si on ne laisse jamais la possibilité au cheval d'avoir de la liberté, de pouvoir prendre des initiatives, eh ben, il a du mal à comprendre, il devient inhibé par le travail. Et là encore, c'est comme un enfant à qui on ne laisse jamais la parole, jamais la capacité de s'extérioriser. Et donc, si on ne laisse pas cette capacité-là, eh ben, ils ne peuvent pas développer leur intelligence. Et c'est bien là où on voit la, comment, l'importance et surtout les promesses du travail. Le travail, en fait, c'est la possibilité de développer ses habiletés et surtout ses potentialités. Et l'une des promesses du travail, c'est donc de se grandir par ces nouvelles habiletés. Et puis, c'est aussi de faire des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire. Et là, c'est la part émancipatrice du travail. Et donc, c'est par le travail que on sait, on- excusez-moi, on accède à cette seconde nature. Et pour les chevaux, ce qui est marquant, et c'est quelque chose qui a été très parlant, alors notamment chez les cavaliers de concours complet, mais que j'ai retrouvé aussi chez les policiers à cheval, où très souvent on me parle du statut naturel du cheval, du fait que c'est une proie. Et puis, à force de travail, eh ben, on va avoir des chevaux que l'on va qualifier de guerriers. Et donc, on voit bien comment le cheval, par son travail, devient un autre que un individu particulier au regard de son espèce. Et donc, ce qui est important à voir, c'est que le travail n'est pas individuel. Le travail, il est nécessairement l'objet d'un collectif. Il est collaboratif et parce que l'expression, la mise en œuvre et l'accroissement des compétences individuelles vont dépendre entièrement du génie des formes sociales, des organisations et du système en place et des formes et des places qu'on va assigner à chacun des individus. Et donc, si l'organisation du travail n'est pas bonne, eh ben, on ne peut pas laisser la place aux individus, mais aussi au collectif de montrer son génie et donc de travailler dans de bonnes circonstances. Donc, en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que travailler avec des équidés va créer une identité professionnelle
particulière au regard des autres professions. Déjà parce que on a deux espèces en présence qui vont se reconnaître l'un et l'autre euh, en tant que sujet, en tant qu'agent, en tant qu'acteur du travail. Ce qui marque aussi la différence avec les autres professions, c'est l'importance de la relation qui va donner sens au travail et surtout qui mobilise les affects aussi bien des humains que des chevaux. C'est une socialisation qui se construit par un langage et des compétences communes et une grammaire particulière. Le travail entre humains, on n'a pas besoin de développer un langage corporel. Et c'est au cours de cette socialisation que s'élabore la professionnalisation. Donc ça, c'est quand même quelque chose, par contre, qui est commun aux autres activités professionnelles. Et puis la dernière chose qui marque la différence avec les autres professions, c'est le contrat tacite qui va engager moralement les humains vis-à-vis de leurs animaux et qui les oblige à avoir une déontologie particulière et beaucoup plus forte de façon à répondre et à être à la hauteur du don que font les animaux et notamment les chevaux en entrant dans le travail avec les humains. Voilà, je vous remercie.